Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, bonjour. Bonjour maître. Vous avez vu que de Bourbon-Parme, bonjour, ça fait une allitération. Déjà. Déjà, on a déjà gagné ça. Alors, je suis très heureux de vous recevoir dans l'émission où l'on parle de livres. Vous avez écrit un livre qui s'intitule « Le bon sens au pouvoir ». C'est exact, il y a quelques années, en 2015. Voilà, il y a quelques années, c'était en 2015, et le livre recommence à circuler, on en parle, donc c'est une bonne chose que je puisse vous questionner sur ce que ça veut dire, le bon sens au pouvoir. Mais d'abord et avant tout, c'est la règle de l'émission, pourriez-vous avoir l'amabilité de vous présenter, bien que votre ancêtre Louis XIV redevienne à la mode, puisqu'on le voit maintenant dans les couloirs du métro. Enfin, bon. Je l'ai encore vu ce matin, mais j'ai oublié la station de métro en question. C'est ça, voilà. Et j'espère que vous l'avez salué en passant. Mais à chaque fois que je le rencontre. Ah, voilà. Nous en faisons de même, nous, ici, quand nous avons la chance de le rencontrer dans les couloirs du métro. Malheureusement, il n'est pas encore partout en France en affiche, mais ça pourra venir. Alors, présentez-vous, que nos auditeurs, comme disait Léon Zitrone, vous connaissent. Alors, je ne vais pas vous faire mon pédigré, parce qu'il suffit d'aller se promener un petit peu pour aller le chercher. Oui. Mais je vais vous parler de moi. Je suis né en 1961. J'ai fait mes études en France jusqu'au baccalauréat. Ensuite, j'ai fait des études supérieures aux États-Unis, où je suis resté 10 ans. Où j'ai travaillé là-bas, où j'ai monté une affaire là-bas. Je suis par la suite revenu en France, où je me suis marié. J'ai aujourd'hui 4 enfants, un garçon et 3 filles, dans cet ordre-là. Mon garçon se marie le 8 juillet prochain. Oui. J'ai une fille qui s'est mariée l'année dernière. Normalement, je devrais être grand-père au mois d'octobre. Donc, c'est une famille qui avance, comme toutes les familles françaises. Quoi dire d'autre? En France, j'ai travaillé aussi bien dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans la banque, dans l'immobilier. Et j'ai aussi monté une affaire que j'ai revendue. J'ai repris une affaire que j'ai revendue aussi. Et j'ai un CV, un curriculum vitae particulièrement linéaire pour n'avoir quasiment jamais fait 2 fois la même chose. Oui, c'est ça, vous êtes... Oui, on voit que vous aimez être un peu un touche-à-tout, hein, c'est ça. Je suis très curieux, je suis spécialiste en rien, mais je m'intéresse à tout. Spécialiste en rien, mais bon dans tout. Je ne sais pas si je suis bon dans tout, mais je m'intéresse à tout. Ça, c'est bien. Alors, allez, allons droit dans la question. Vous êtes républicain, vous êtes royaliste, vous êtes monarchiste constitutionnel. Politiquement, où est-ce que vous vous situez? Bon, quand on lit votre livre, on se rend compte que l'idée qui prédomine chez vous, et là on ne peut que vous rejoindre, c'est que vous êtes d'abord et avant tout de France, en France et pour la France. Alors, je suis français. Mes parents étaient tous les deux français, mes grands-parents, pareil. Mon fils épouse une Française, j'ai épousé une Française. Je me sens tout à fait français. Et les Bourbons sont français depuis déjà un certain temps déjà, c'est presque un millénaire. Donc, oui, j'aime la France et oui, je me sens français. Et alors, à la question politique, qu'est-ce que vous me répondez? Vous alors, je suis tout... Oui, je comprends la question, mais je dirais que je répondrais que je suis surtout un amoureux de la France. Je pense que la République d'aujourd'hui ne satisfait pas les Français et le bien commun dont ils ont droit en tant que Français dans un pays qui est pour moi le plus beau pays du monde. Je pourrais parler pendant très longtemps de la France et de ses paysages et de son agriculture, de ses forêts, de ses châteaux, de la mode, de la gastronomie. Mais malheureusement, il n'y a pas que ça. Et je pense que la République d'aujourd'hui est en train de ruiner ce beau pays.
Oui. Alors, quels sont les auteurs ou les mouvements de pensée qui vous ont influencé durant votre parcours? Alors, je ne sais pas si... Alors, c'est un ensemble de choses, c'est-à-dire que c'est autant de la lecture de certains ouvrages, ça peut être certains magazines, ça peut être la télévision, mais je dirais que mon endroit de prédilection pour prendre la température et savoir ce qui se passe en France, ça reste quand même la rue, ça reste le café où j'aime aller prendre mon petit déjeuner le matin, où on parle sur le comptoir. C'est le contact avec les gens, c'est le contact avec les Français. Je suis très attaché à l'agriculture, à la campagne, et je m'interroge et je vais au-devant des gens et qui la plupart du temps ne savent pas très bien qui je suis, savent pas qui je suis, et ça permet d'avoir des conversations de fond avec des gens qui se libèrent des idées qu'ils ont, des idées tristes qu'ils ont de notre pays aujourd'hui. Quel regard vous portez sur la France aujourd'hui? On a le sentiment enfin, je veux pas anticiper sur la réponse que vous allez faire, mais on a le sentiment que notre pays vit une décadence terrible. J'arrive pas à retrouver dans l'histoire des moments d'effondrement aussi brutaux. Hein. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'aujourd'hui, notre beau pays, qui était il y a encore 250 ans la première puissance mondiale, qui était admirée du monde entier, qui était copiée par toutes les grandes nations, aujourd'hui, la France, aujourd'hui même, on est un petit peu la risée, finalement, de tous ces pays qui nous admiraient, et je ne peux que pleurer de ce résultat. Nous sommes dans une faillite absolument extraordinaire. Les Français ne sont plus récompensés de leur travail. On a rarement vu ça dans une nation, un effondrement aussi rapide que ce que nous subissons ici en France. Oui. Vous avez déclaré en février 2019 à un journaliste de la Nouvelle République que vous pensiez qu'un Bourbon ne pouvait pas être membre d'un parti politique. Alors c'est exact. Je n'ai jamais fait partie d'aucun parti politique qui, à mes yeux, sont coincés par une politique partisane, et ce qui les empêche d'avoir un spectre large sur les bonnes choses qu'il faudrait faire pour notre nation. Mais quand vous êtes dans un parti politique, il est évident, je reprends le terme, il y a la politique partisane, vous êtes obligé, d'une certaine façon, de faire plaisir à vos partisans, ceux qui vous ont élus, et par conséquent, vous mettez de côté une majorité de Français, ce que je trouve dommage. Et oui, mais comment faire dans un système comme le nôtre, hein, qui est un système fait pour les partis, ne serait-ce que parce que quand on a des candidats aux élections législatives, on récupère de l'argent en fonction des voix, etc. Comment faire pour s'engager dans le combat politique, un combat même qui aurait pour but de dépasser les limitations égoïstes des partis, sans les partis? Comment vous voulez faire? D'abord, le système est bien fait, parce que jusqu'à maintenant, on pouvait dire qu'il y avait la droite et la gauche, au sens large du terme. Aujourd'hui, notre président se targue d'être du centre, mais ça, il n'y a que lui qui le dit. Mais s'il n'y avait que la droite et la gauche, ces deux gros partis sont là, bien installés, savent que chacun leur tour, ils sont aux manches, à la barre, et ils se passent la patate chaude ou pas, tous les 7 ans jusqu'à un certain temps, tous les 5 ans ou 10 ans maintenant, et ça ne peut pas avancer. C'est-à-dire que... Mais même, comme vous êtes bien placé pour le savoir, les partis politiques sont subventionnés par le nombre de maires qu'ils ont à travers le pays, le nombre de députés qu'ils ont à la Chambre des députés, le nombre de sénateurs, etc., etc. Si demain vous voulez créer un nouveau parti, vous commencez de zéro, c'est-à-dire que vous n'avez rien. Et vous n'avez aucun moyen pour commencer ce parti. Il vous faut des maires, des députés, des sénateurs. Mais les deux gros partis de droite et de gauche vont tout faire
pour que surtout vous ne pointiez pas votre bout du nez, car ils veulent conserver ce petit avantage et se partager ces sommes d'argent assez importante, on peut dire. Oui. Importante pour pouvoir, chacune leur tour, prendre la barre du pays. Et d'ailleurs, on le voit, c'est-à-dire que les politiciens qui sont dans chacun de ces partis-là retombent toujours sur leurs pieds, se retrouvent à la tête de commissions, à la tête de différentes choses. Ah oui, on les met gentiment de côté jusqu'à ce que le vent tourne et que ce soit à leur tour de se retrouver à la barre. Donc, ils se partagent le gâteau, disons-le, et depuis un certain temps, et il ne faut surtout pas faire rentrer qui que ce soit. Mais est-ce que vous avez, ma question est peut-être indiscrète, je m'en excuse auprès de vous, hein, est-ce que, vu l'état du pays, parce que je pense que si on aime la France, on ne peut pas demeurer immobile. On ne peut pas, parce qu'on est en train de vivre vraiment la fin de l'histoire de France. Est-ce que vous avez une tentation politique? Alors, oui. Voilà. Oui. Oui. Je pense que aujourd'hui, j'ai plus de 60 ans, mes enfants sont grands, mon passé économique est un petit peu derrière moi. Je pense que c'est un bon moment pour essayer de voir et d'espérer, de peut-être expliquer ou de proposer des solutions pour que les Français, que tous les Français se retrouvent dans un pays qu'ils aiment et un pays qui les rendra heureux et un pays qui leur permettra de vivre leur vie en famille, chez eux, de pouvoir remplir le frigidaire à la fin du mois, d'être récompensés de leur travail. Et si vous voulez entrer en politique, c'est pour rétablir la monarchie ou aller vers une candidature républicaine? Alors, il faut utiliser les outils qu'on a, évidemment. Oui. Rétablir la monarchie en France, quelle idée intéressante et quasiment inatteignable, je dirais, aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut utiliser les outils qu'on a, faire des propositions et montrer aux Français qu'il y a peut-être autre chose que ce dont ils sont habitués et c'est autre chose qui les matraque de prélèvements obligatoires à tel point qu'ils n'osent même plus bouger de peur qu'on leur retire le peu qu'il leur reste. Ouais. Ce que vous voulez dire là, si je vous comprends bien, c'est qu'il faut arriver à faire comprendre aux Français qu'il peut y avoir une force politique qui se situe complètement au-dessus des partis et qui ne se propose que de servir, ce qui était du reste la devise des rois de France. Hein. C'est exactement ça. Je vous remercie d'avoir lu à travers ce que j'essaye de dire. Et c'est exactement ça. Il faut se placer au-dessus et faire des propositions qui ne soient pas partisanes et qui ne soient que pour le bien commun, le bienfait de notre pays et pas une bande de jeunes qui ne pensent qu'à une chose, c'est à s'enrichir et à circuler avec des jolies voitures et des motards à travers le pays. Et comment ça se passe dans la famille monarchiste là? Vous pensez avoir des soutiens? Vous pensez avoir des difficultés? Parce que là, il y a plusieurs quand même, il y a de la concurrence, enfin une concurrence immobile bien sûr, hein, mais il y a de la concurrence. Là. Je pense que la famille est là et il est évident que chacun aura son mot à dire et aura son opinion sur la chose. C'est plus fort que moi, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Moi, je suis bien d'accord avec vous. Oui. Donc j'attends, je regarde, je ne vois rien venir, donc peut-être qu'il va falloir que je continue, comme je l'ai fait déjà avec mon livre sur le bon sens au pouvoir. Donc je m'étais amusé à faire un sous-titre, un clin d'œil assez
hein, ce qui était vraiment un clin d'œil, hein, le bon sens au pouvoir pour que la France retrouve sa place au soleil. Ouais, oui, il y en a un qui a dû comprendre. Hein. Il y en a un qui a dû comprendre, même s'il est maintenant dans la pénombre du métro. Hein. Mais Voilà. est-ce que vous sentez que bon, c'est pas encore très officiel votre déclaration, hein, mais est-ce que vous sentez que ça se regroupe autour de vous, au-delà des cercles royalistes Alors, vous parliez tout à l'heure des cercles royalistes, et je dirais qu'il y a des cercles royalistes dans tous les départements, dans toutes les régions, voire dans toutes les villes, et il y en a beaucoup. Alors, j'en été chez les uns et chez les autres, ils m'ont reçu très gentiment, et j'ai le bonheur de pouvoir aller les voir de temps en temps. Je dirais qu'il y a un petit souci avec tout ça, bien que j'aime pas le mot souci, hein, il y a quelque chose qui me tracasse un tout petit peu, c'est que chacun de ces cercles royalistes ou monarchistes, finalement, ils ne se parlent pas les uns les autres parce qu'ils ont chacun un petit point sur lequel ils ne sont pas d'accord. Et ils sont très nombreux, ça fait beaucoup de monde, mais ils se regardent un petit peu les uns les autres en chien de faïence, et je ne pense pas que le salut viendra de là. Je pense que le salut viendra très simplement des Français qui n'en peuvent plus d'être pressés comme des citrons, d'être la France. Il faut remercier notre président actuel, et il faut le dire, et il faut continuer. Il a quand même réussi à mettre la France en première ligne. Nous sommes sur le numéro 1 en Europe du prélèvement obligatoire. Nous étions numéro 2 il n'y a pas si longtemps, après le Danemark. Aujourd'hui, cocorico, nous sommes premiers en Europe, et je crois que les Français n'en peuvent plus de ça, aussi bien les Français à titre privé que les industriels, ou que ceux qui ont envie de créer, que ceux qui ont envie d'augmenter la richesse de notre pays. Malheureusement, à cause de ces prélèvements et de ce matraquage fiscal, et j'irai même plus loin, je dirais que si sur notre belle planète, nous avons des paradis fiscaux, c'est que quelque part, il y a des enfers fiscaux. Et je pense que la France en est l'un d'entre eux. Et il faut renverser la machine. C'est-à-dire que tous ces gens qui préfèrent aller s'installer à l'étranger pour créer, eh bien, restent en France, car le français est plein de ressources, et malheureusement, il n'est pas stimulé. Alors, vous avez soutenu le mouvement des Gilets jaunes. Oui, absolument. Bien, ça. Moi aussi. Ouais, oui. Moi aussi, on est deux maillots jaunes. Hein. Mais pourquoi vous l'avez fait? Toujours la même chose. J'ai une petite ferme en Normandie, dans le Perche. Je suis percheron. Enfin, du côté de ma mère, on est normand depuis un certain temps, mais je suis aussi percheron. Et les ronds-points, au départ, c'était toutes les classes sociales, et c'était des Français de tous les points de vue. C'était aussi bien le charcutier du coin que le notaire ou le gendarme ou quoi que ce soit, des Français de tout horizon qui venaient là parce que, et je le répète, à la fin du mois, bien qu'ils aient un travail et une famille, des enfants, et bien à la fin du mois, ils n'arrivaient plus à remplir leur frigidaire. C'était ça, les Gilets jaunes. Et il y avait ce mécontentement qui s'est mis en place à juste titre. Évidemment, en arrivant à Paris, on a eu le débarquement des voyous de banlieue qui ont cassé les vitrines, qui ont donné une mauvaise réputation et une mauvaise image à ce mouvement qui, au départ, était bon enfant. Et les Gilets jaunes n'ayant pas de leader non plus, je dirais que le mouvement a été récupéré par certains mouvements politiques, ou est tenté d'être récupéré par certains mouvements politiques, et la chose c'est dissoute d'elle-même, finalement. Et puis il y a eu aussi une répression très violente, répression que vous avez du reste condamnée, je tiens à le rappeler. Absolument. Mais je peux même vous en féliciter. J'ai même vu par moi-même le début des contrôles des manifestations de Gilets jaunes. Tout ça était tout à fait bon enfant. C'est avec l'apparition de nos voyous de banlieue, casseurs, que tout a dérapé et que tout est parti dans tous les sens. Dans votre livre, on va conclure là-dessus, parce qu'il faut être bref pour être efficace, comme disait Voltaire, hein,
Vous parlez de l'Europe. L'Europe, cette Europe qui pour moi est un écrasement hein, de la nation, de la souveraineté, de l'identité, de l'économie même. Quelle est votre opinion là-dessus? Vous resteriez dans l'Europe ou vous en sortiriez? J'ai écrit ce livre en 2015 et comme moi, vous savez très bien que les idées évoluent, que les idées ne s'arrêtent pas et que je corrigerai certaines choses que j'ai écrites à propos de l'Europe dans mon livre et qui sont mon sentiment actuel. Je dirais aussi que dans ma famille, et j'ai eu l'occasion de le dire à certains ministres républicains qui me posaient des questions sur l'Europe, et je leur demandais toujours, mais de quelle Europe parlez-vous? Vous parlez de votre Europe ou de mon Europe? C'est-à-dire que dans ma famille, l'Europe existe depuis très longtemps. Il suffit, on se souvient tous de Christian IX de Danemark, qu'on appelait le père de l'Europe. Parce que c'est juste une petite parenthèse, un petit exemple. Et de ses enfants, il y en a un qui est devenu roi de Danemark, évidemment, un autre est devenu roi de Grèce, une fille est devenue tsarine, une fille est devenue reine d'Angleterre, un autre fils avait épousé Marie d'Orléans, la France, et donc on appelle ça le père de l'Europe. La reine Victoria, pareil, avec ses enfants, où elle faisait des alliances. Alors dans nos familles, à cette époque-là, on parlait moins de mariage, on parlait plus d'alliances, des alliances qui ont resserré l'Europe. Je dirais que l'Europe d'aujourd'hui, l'Europe des 12 et le début de l'Europe industrielle qu'on avait vu au départ, était quelque chose qui me convenait. Avec le temps, j'aurais aimé, j'ai un petit peu basculé avec l'idée de l'Europe fédérale, mais aujourd'hui, je pense que l'Europe, où vous avez à la tête de l'Europe des gens qui n'ont jamais été élus, qui se pensent au-dessus de tout, et se permettent de dicter à chacun des pays européens qui a un passé, qui sont des nations avec des populations qui ont des passés différents, des histoires différentes, et on veut que tout le monde marche au même pas. Je suis pas d'accord avec ça. Oui, oui. Pardon. C'est pas grave. Ce sont les allergies, monseigneur. Mais vous me faites parler de choses qui m'agitent un petit peu et du coup, je peux comprendre. Mais moi, comme je suis allergique à l'Europe, quand je parle de l'Europe, je tousse. Vous savez que. Mais ça doit être communicatif. Freud expliquait la toux. C'est Freud ou c'est Grodek? Je ne sais plus. Enfin, c'est un des deux psychanalystes qui expliquait la toux par un mécanisme de rejet. Voilà. Il disait quand on tousse, c'est qu'on rejette quelque chose. Eh bien, voilà. Alors, écoutez, on vous donne rendez-vous bientôt autour de cette décision que vous venez de prendre, qui est passionnante. C'est la première fois que vous le dites, hein, je crois. Hein. Oui, oui, mais je crois qu'il faut dire les choses. Alors, je ne sais pas où ça va me mener, je ne sais pas où je vais. Je ne suis pas un politicien, donc je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, tout ça. Alors, est-ce que c'est un atout ou c'est un handicap? Je ne sais pas. Mais je crois que de s'éloigner de la politique, c'est un atout. C'est un atout. La politique et les hommes politiques, j'entends par là les femmes également, bien sûr, sont tellement discrédités aujourd'hui, avec en même temps les journalistes et compagnie, hein, que s'éloigner de la politique, c'est pas une mauvaise chose quand on veut faire de la politique. Je veux dire de la vraie politique. Et je trouve que au moment où Louis XIV apparaît dans les métros, c'est qu'il y a quelque chose d'inconscient qui se produit dans ce pays, et peut-être que vous répondez, à un inconscient collectif. Hein. Qui sait? Mais je compte continuer à dire les choses et à les apprécier ce que je vois autour de moi, et puis nous verrons où ça nous mène. Écoutez, on va vous inviter dans le Gard pour en parler. Hein. Merci d'avoir participé à cet entretien. Je rappelle, pour l'intelligence de tout le monde, que votre livre, que l'on peut trouver, s'intitule « Le bon sens au pouvoir », et que c'est effectivement, on disait de la famille des Bourbons, que je crois que je ne sais plus quel est l'historien qui le disait,
que leur principale qualité, c'était le bon sens. Ben écoutez, merci. C'est le bon sens au pouvoir. Le bon sens, on l'entend de plus en plus dans les discours autour de nous. Et je pense que c'est ce qui nous manque le plus. Moi, j'appelle ça même le bon sens paysan. Et le français est un paysan avant tout. Ah ben oui, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Et j'en fais partie. Hier, et on va conclure là-dessus, j'étais avec un de mes amis qui a 85 ans, qui est rayonnant de joie. Et je lui disais, mais quel est ton secret? Comment tu fais? Et il m'a regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu... Moi, je suis un paysan. Exact. Ben, j'en suis un aussi. Voilà. Écoutez, merci et bravo pour votre engagement, bravo pour votre courage. Et à très très bientôt. Très très bientôt. On va peut-être vous retrouver sur le chemin, qui sait. À très bientôt. Merci. À bientôt, maître. Au revoir.